Vous le voyez donc, les institutions françaises semblent se confirmer une tendance vers la restauration monarchique, avec à sa tête le comte de Chambord comme futur roi, donc le petit-fils de Charles X. Mais le comte de Chambord refuse de renoncer à certaines revendications. Par exemple, il refuse le drapeau tricolore, il veut la restauration du drapeau blanc, le drapeau de la monarchie française. Et donc, on est dans une impasse, on n'arrive plus à avancer. Donc, à la fin de l'année 1873, l'Assemblée nationale vote le septennat, donc le mandat de 7 ans, afin de garder MacMahon au pouvoir comme président de la République, et se laisser le temps, donc 7 ans c'est assez long, se laisser le temps de trouver un roi docile à l'Assemblée. De Broglie, qui est président du Conseil, a trouvé un accord. Il prendrait comme roi le comte de Chambord, donc là rien ne change, on satisfait les légitimistes, mais l'accord ce serait que son successeur soit son cousin Philippe d'Orléans, donc de la famille des Orléans, puisque Chambord n'a pas d'enfant, donc il faut un successeur dans la famille la plus proche possible. De cette manière, on réconcilierait les deux dynasties. Chambord aurait dit à son successeur potentiel, on peut l'imaginer, « Quand je ne serai plus le dernier des rois, tu seras, Philippe. La force est très puissante dans ta famille. Transmets ce que tu as appris. » Le problème, c'est que le comte de Chambord refuse toujours d'être roi, puisqu'on n'accepte pas le drapeau blanc, on veut le drapeau tricolore et lui il le refuse. Et sa longévité empêche de trouver un autre candidat royal puisqu'il n'y a pas plus légitime que lui pour devenir roi. Et il ne meurt qu'en 1883. Et bien, pendant la décennie 1870, les républicains ont le temps de s'installer et d'éloigner l'idée royale, si vous voulez, des institutions. Les républicains radicaux progressent pendant ce temps-là, et les bonapartistes sont de retour. Ils appellent au pouvoir Napoléon IV, donc le fils de Napoléon III, et ils appellent à un régime parlementaire vers lequel semblait se diriger l'Empire, si vous vous souvenez, après 1868, et la période de grande libéralisation de l'Empire. Cela, ça nous conduit à des compromis qui sont faits par le duc de Broglie. Broglie, on dit Broglie, ça s'écrit Broglie, mais on dit Broglie. Ne soyez pas surpris par l'orthographe du mot, enfin du nom. Et donc, comme compromis, on va avoir le 18 mars 1873 une loi, puisque les républicains, comme ils progressent, exigent qu'on ait des institutions qui commencent à être pérennes. Eh bien, le duc de Broglie va accepter et il va y avoir une loi. Voici ce que dit la loi. L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatifs et exécutifs, sur la création et les attributions d'une seconde chambre ne devant entrer en fonction qu'après la séparation de l'Assemblée actuelle, sur la loi électorale. Dernière chose, le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de loi sur les objets ci-dessus énumérés. Les députés royalistes, en fait, avec cette loi qui ne donne pas de date, espèrent prendre leur temps. Ils espèrent que la restauration monarchique sera faite avant qu'ils soient obligés de statuer sur les institutions républicaines. En novembre 1873, le duc de Broglie est renversé par une alliance entre républicains bonapartistes et monarchistes libéraux. Il revient au pouvoir immédiatement, il est reconduit dans ses fonctions avec un nouveau gouvernement, et il accepte de mettre en place une constitution sous le nom de loi constitutionnelle au pluriel. On ne va pas parler de constitution en elle-même. Finalement, il va être contraint de céder sa place au général Ernest de Cissé en mai, et les lois constitutionnelles vont être adoptées plus tard. Elles ont été promises par le duc de Broglie, elles sont adoptées en 1875. Et donc, comme je vous le disais, on parle de loi constitutionnelle parce que les monarchistes ne veulent pas le mot de constitution. Ça rappelle trop la République, tout simplement. Ce sont des concessions qui sont faites ici par le duc de Broglie aux républicains. Son espoir, c'était de conserver le pouvoir. Et en fait, il a duré quelques mois supplémentaires, il est resté 6 mois de plus au pouvoir après avoir été renversé une première fois. Finalement, il a été contraint de quitter le pouvoir définitivement. Enfin, pensait-on à ce moment-là. Le 30 janvier 1875 est voté l'amendement Vallon.
Le président de la République, MacMahon en l'occurrence, devra désormais être élu par 2 chambres législatives. Mais on n'a qu'une chambre de députés pour l'instant. Il faut donc en instaurer une deuxième. Ça va être le Sénat, et c'était une chambre qui était souhaitée par les monarchistes, le Sénat. Le rôle du président n'est plus un titre, mais il devient une véritable fonction prévue dans les textes du régime. Et le mot république apparaît dans le texte de l'amendement Vallon le 30 janvier 1875. Et là, il y a un tournant vraiment, puisque si le mot république apparaît dans les textes législatifs, ça veut dire qu'on reconnaît que finalement la République est bien instaurée pour longtemps. Le texte, il est adopté avec une majorité d'une voix, il y a 353 pour, 352 contre, et donc on pourrait dire que symboliquement c'est très important, la République est entérinée par les textes, sauf qu'il n'y a aucune réaction de la Chambre à l'époque, ça passe assez inaperçu finalement. Tout cela, tout ce mouvement législatif de l'époque, c'est un compromis entre républicains opportunistes, c'est-à-dire ceux qui sont partisans d'un compromis pour ancrer le régime, et les monarchistes plutôt libéraux. 3 lois qui vont se succéder en 1875, en cohérence avec l'esprit de l'époque. La loi du 24 février sur l'organisation du Sénat, puisqu'il faut bien l'organiser, ce Sénat qu'on va créer. Le lendemain, le 25 février, une loi sur l'organisation des pouvoirs publics, je vais y revenir. Et le 16 juillet, une loi sur les rapports entre les pouvoirs publics. Alors, je reviens à la deuxième loi. Le 25 février, les pouvoirs du président, c'est ça les pouvoirs publics, sont plus clairement définis. Il devra gouverner avec des ministres, il obtient le droit de dissoudre la Chambre des députés en cas de crise, et il a un pouvoir de révision constitutionnelle assez étendu. C'est clairement une orientation monarchique du pouvoir, vous le voyez, on accepte la République, on accepte les institutions républicaines, mais celui qui est à la tête de l'État obtient des pouvoirs assez étendus de la même manière qu'un roi finalement. En 1876 ont lieu des élections partielles et là on constate une progression des républicains. Et l'année suivante, un conflit reprend puisque MacMahon soutient le pape dans le cadre de l'unification italienne. Je vous l'ai dit, le pape est prisonnier au Vatican et MacMahon, lui, va soutenir le pape puisque MacMahon est de tendance monarchiste catholique. Ça crée du conflit avec les députés, par exemple, qui sont républicains et laïcs. Nous arrivons donc à la deuxième partie de cette décennie des années 1870, petit 2, la victoire de la République. Ça commence en 1877, si on veut, parce que l'historien Pierre Miquel, dont j'ai déjà fait référence, a appelé un coup d'État de MacMahon, même si ce n'est pas un vrai coup d'État, mais en tout cas, c'est ce qui a fait, si vous voulez, déborder le vase. Le 16 mai 1877, alors que la Chambre est à majorité républicaine, les républicains ont 363 sièges sur 533. Le président nomme le duc de Broglie président du Conseil. Ça provoque une crise, puisque le président du Conseil, et donc le gouvernement, est de tendance opposée à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés. Le lendemain, le 17 mai, Gambetta fait voter une motion, c'est-à-dire un texte officiel voté par l'Assemblée, qui refuse la confiance au gouvernement d'Albert de Broglie. Ça provoque une suspension du Parlement, le président de la République décide que le Parlement va être suspendu, donc ne va pas se réunir pendant un mois. Donc le Parlement ne se réunit pas du 18 mai au 16 juin 1877. Et MacMahon, dès le 16 juin, demande l'appui du Sénat, qui est conservateur, en vue de dissoudre la Chambre des députés. Ce jour-là, on sait très bien que le Sénat va appuyer le président de la République, puisqu'il est de la même tendance. Gambetta, qui est député, va dire, avant de quitter l'Assemblée avec les autres députés, « Nous partons 363, nous reviendrons 400 ». En gros, il fait comprendre que le président de la République ne pourra pas s'opposer éternellement à la tendance républicaine dans la population française. La Chambre est donc dissoute, il y a de nouvelles élections en octobre qui donnent évidemment la victoire aux Républicains à la Chambre et dans les conseils généraux. Le Sénat va donc devenir républicain le 5 janvier 1879, puisque les conseils généraux étant devenus républicains, et comme ce sont eux qui élisent les sénateurs, forcément, par ricochet, les sénateurs, peu de temps après, les nouveaux sénateurs vont être républicains, donc le Sénat devient républicain à son tour.
la République est installée. Elle est installée dans toutes les institutions qui sont organisées dans l'État. Et MacMahon reconnaît qu'il est désormais le seul royaliste à la tête d'un des organes de l'État. Il démissionne donc le 30 janvier 1879 et il est remplacé par Jules Grévy, qui est élu président de la République. Cela semble être une victoire définitive de la République dans les institutions. Cette victoire des institutions, elle peut se symboliser par un autre événement que je vais vous donner. Le 27 novembre 1879, les assemblées se réinstallent à Paris. Vous savez que depuis la proclamation de la République, on avait installé les assemblées, donc la Chambre des députés et le Sénat, qui constituent ensemble l'Assemblée nationale. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est une des deux chambres du Parlement avec le Sénat. À l'époque, l'Assemblée nationale, ça désigne l'ensemble des deux chambres, Chambre des députés et Sénat. Donc, cette Assemblée nationale, ces deux chambres étaient installées à Versailles. En 1879, donc le 27 novembre, elle se réinstalle à Paris. Symboliquement, c'est très fort, puisque ça veut dire que le pouvoir quitte Versailles. Vous voyez? Donc le pouvoir quitte la ville de Versailles pour rejoindre Paris, et puis ça veut dire symboliquement que le pouvoir il n'est plus dans la tendance monarchiste qui est représentée par Versailles. Le pouvoir il est dans la tendance républicaine représentée par Paris, qui a toujours été une ville plus républicaine que Versailles évidemment. Le président du Conseil, à ce moment-là, c'est Waddington. Il a 5 ministres protestants et il nomme Jules Ferry à l'instruction publique. Donc vous voyez, il y a plein de diversité par rapport à la population française de l'époque dans le gouvernement. Il est suivi par un autre président du Conseil, Freycinet, qui est un ancien gambettiste et qui va exclure les thiéristes, c'est-à-dire les républicains conservateurs. Ensuite, Freycinet lui-même, comme président du Conseil, il est suivi par Jules Ferry lui-même. Et Léon Gambetta est élu président de la Chambre des députés de 1879 à 1881. Il y a toute une succession de présidents du Conseil à l'époque, puisque les gouvernements sont très courts, ils durent quelques mois au mieux, rarement plus d'un an. Jules Ferry va battre un record, je crois, en ayant un gouvernement durant 2 ans, mais c'est vraiment l'exception. Donc il y a beaucoup d'instabilité ministérielle. Voilà, en tout cas, à la fin de la décennie 1870, la République semble être installée. Dans la prochaine vidéo, nous allons arriver au grand 3, l'affirmation républicaine et ses limites. D'ici là, je vous souhaite encore une fois le meilleur sous le soleil et le déconfinement. À bientôt.